Alors, juste avant de laisser la parole à l'équipe des apérosceptiques, moi je voulais juste dire quelques mots pour Aquaria au Ciné Café, le lieu dans lequel vous êtes. Donc on est un lieu qui a plusieurs activités en même temps. Le café, vous l'avez vu, on est un vidéoclub. Les DVD, c'est pas juste pour faire joli. On est le dernier vidéoclub de Lyon, donc on continue à louer des DVD. On fait aussi des ateliers cinéma pour apprendre à faire des films et des événements du mercredi soir au dimanche soir. Alors plutôt des projections, mais pas que. Et dans les non-projections, du coup on a les apéros sceptiques une fois par mois. Et on a aussi les samedis soirs où c'est des soirées plus ludiques. Par exemple, demain soir c'est impro, théâtral. Et ça peut être des soirées jeux de société, des soirées jeux vidéo et des soirées quiz cinéma. Et pour tout le reste de la programmation, regardez dans nos programmes papier, le site internet, Facebook, etc. Et vous aurez l'ensemble de la programmation. Puis si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir me voir pour me poser des questions et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je vous laisse la parole et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Alors, merci à tous d'être venus. On est le collectif apérosceptique de Lyon. On a un nouveau membre dans l'équipe. On était 4 avant, maintenant on a Lucas. Voilà, donc bienvenue à lui. Sinon, comme d'habitude, il y a Marion, Serge, Noé qui n'est pas là malheureusement, et puis moi du coup Sylvain. Alors, est-ce que vous étiez là la dernière fois? Qui était déjà là la dernière fois ou qui est déjà venu en fait? Qui a déjà participé? Ok. Ah, on a plein de nouveaux. Ouais, il y a plein de nouveaux, ouais, apparemment. Bah, c'est très bien. Bienvenue. Ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes. Et oui, voilà. Alors, l'apérosceptique, c'est tous les mois. Sauf en décembre, parce qu'on n'a pas eu de date et puis que c'était compliqué avec la fin décembre. Non, alors, sauf le mois prochain, sauf que peut-être qu'il y aura quelque chose le mois prochain. Tenez-vous au courant, sur la page Facebook on vous en parlera. Donc je dis rien pour l'instant. Il y aura peut-être un dernier apéro avant la fin du monde. Voilà, tenez-vous prêts. Alors, cela dit, du coup, on est présent sur Facebook. On est aussi présent sur YouTube. Alors, on est en retard pour poster les petits problèmes de transfert de fichiers, tout ça. Donc, on est en retard pour poster les vidéos de septembre et de octobre. Mais ça sera sur notre chaîne YouTube très très bientôt. Et puis, cette soirée-là aussi, elle est enregistrée. Voilà. Que dire d'autre? Oui, c'est quand même essentiel. L'apérosceptique de Lyon, c'est quoi? C'est un collectif qui s'intéresse au scepticisme et à la zététique. Alors, qui va vous expliquer, qui mieux que l'ancien président de l'Observatoire zététique pour vous expliquer ce qu'est la zététique et le scepticisme? Serge, vas-y. Merci Sylvain. Et donc bienvenue à tous à cet apérosceptique. Et qu'est-ce qu'on appelle le scepticisme ou la zététique? En fait, dès lors que vous êtes confronté à une affirmation bizarre, une affirmation dont vous ne savez pas trop si elle est bonne, si elle est mauvaise, si elle est vraie, si elle est fausse, si elle est probable, etc. Vous pouvez vous poser certaines questions. Ces affirmations peuvent être aussi extraordinaires, voire paranormales. Et donc, pour analyser un petit peu, pour essayer de tester la solidité de ces affirmations, il y a tout un appareillage critique qui existe et qui n'est pas nouveau. Et en fait, ce qu'on appelle la zététique, c'est le fait d'essayer d'utiliser de façon méthodique ces différents outils. Donc quand on entend parler de l'esprit critique, quand on entend parler aussi de démarche scientifique, et bien en fait c'est tout un travail d'essayer de confronter des choses un peu bizarres, un peu floues à un protocole, à une analyse un petit peu carrée. Et nous c'est ce qu'on essaye de faire un petit peu avec tous les sujets. Et quand on essaye de le faire avec par exemple des affirmations paranormales, voire ésotériques, c'est vraiment un petit peu ce qu'on appelle la zététique. La zététique c'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Et donc ce soir, on va parler de musique. Mais avant ça, qu'est-ce que je dois dire? Alors, ah oui, tu as écrit. Oui, donc il faut que j'annonce quand même que. Pourquoi t'as marqué Paul Dance? Donc je ferai un magnifique, une scène de Paul Dance à la fin, mais sans la barbe, ça sera triste. Non, je rigole. Donc
on est régulier tous les mois, on est en train de prévoir quelque chose, on espère pour décembre, donc restez accrochés. Et en fait, ces soirées, ce sont des soirées qui sont faites par vous, pour vous. C'est-à-dire que s'il y a des sujets qui sont en rapport avec l'esprit critique, avec une méthodologie appliquée à quelque chose qui peut être un peu ésotérique ou mythologique, n'hésitez pas à nous le proposer. Il y a des post-it, on les a mis en place. Alors pas ce soir parce que Noé n'est pas là. Ah oui, donc celui qui s'occupe de ça n'est pas là ce soir, donc venez nous voir directement. Venez nous voir directement, on prendra vos coordonnées si vous voulez proposer un sujet. De même, si vous voulez voir un sujet en question, oui, j'aimerais bien voir l'esprit critique et l'archéologie, ou l'esprit critique et, j'en sais rien, moi, la taille de pierre, ou voilà. Et donc, n'hésitez pas aussi à nous faire part de ce que vous voulez voir. Comme ça, nous, on va essayer de prendre de contacter des gens qui pourront intervenir sur ces sujets-là. Et donc, en fonction des sujets qui intéressent notre public, on essaye de s'organiser de cette manière-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai 2-3 liens là sur l'archéologie, on verra ce que ça donne l'année prochaine, donc ce sera pour après janvier. Mais si vous avez entre-temps quelque chose à proposer comme sujet, c'est vraiment un espace qui est ouvert à vous. On donne le micro volontiers à quelqu'un qui nous présente une présentation, on va dire carrée, mais voilà, il n'y a pas besoin c'est pas votre première présentation. Vous n'avez pas besoin d'être voilà, donc c'est aussi la première de Théo ce soir. Donc vous n'avez pas besoin d'être expert en conférence ou quoi que ce soit. C'est vraiment là pour vraiment partager un sujet qui vous intéresse, sur lequel vous avez étudié ou que vous avez fait un peu de recherche méthodologique et que vous voulez faire partager aux gens. On sera ravis de vous accueillir durant ces apéros sceptiques. Parce que j'ai tout dit. Bon, alors ce soir, on va vous parler de musique. Donc on est plusieurs musiciens. Là, on vous fait 4 présentations ce soir. C'est un petit peu différent du format de d'habitude. On va avoir en premier, à l'ouverture, l'immensissime Blaise Tabas, qui a traversé la France pour nous, et qui va nous faire une introduction à la musicologie. Derrière, on a Théo qui va nous parler de consonance et de dissonance. Et puis, en fond, bon, voilà, de consonance, de dissonance. On a ensuite le duo, donc Nico et Émilie. Et puis surtout Nico, me dit Émilie. Qui vont nous parler du lac 432. J'en dis pas plus. Et puis après, il y a moi. Je vous parlerai des bienfaits de la musique sur les humains. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Alors, j'ai une question super importante en termes de chorégraphie. Qu'est-ce que je dois faire pour passer à la slide suivante? Tu as un petit clavier. J'ai un petit clavier. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Si je clique sur la souris, ça marche? Tu peux essayer. J'essaye. Ok, je vais essayer. Alors, avant toute chose, je suis désolé de me présenter devant vous défiguré comme je le suis. Il se trouve qu'il y a quelques jours, j'ai mis en place un protocole extrêmement sophistiqué pour tester la solidité d'un de mes meubles. Et j'ai pas été déçu, je suis pas du tout inquiet pour ma caution. Alors, toujours est-il que je suis Blaise Tabas, effectivement, et peut-être que certains d'entre vous me connaissent pour la chaîne de la Tronchandier, dans laquelle je fais justement des interventions sur la zététique, des vidéos, des conférences. Et tout le reste, hein, un petit peu tout ce qui a rapport avec ça. Sauf que, en fait, mon vrai métier, ça, je me suis rendu compte que tout le monde ne savait pas, c'est que je suis musicologue en fait. J'ai fait une thèse en musicologie. C'est de là que j'ai fini par m'intéresser au truc un petit peu bullshit, et après la soirée qu'on va passer ensemble, vous comprendrez pourquoi. Parce qu'en musicologie, il y a quand même beaucoup de conneries. C'est assez catastrophique. En fait, le but de ma présentation aujourd'hui, ça va être de mettre un petit peu au point les différentes connaissances qu'il est nécessaire d'avoir sur la musique pour bien comprendre le reste de la soirée. Parce que je vais commencer par un petit coup de gueule. Il y a un truc dont je me suis rendu compte en ayant cette espèce de double casquette de zététicien et musicologue, c'est que quand je fais des conférences de zététique sur des sujets comme la biologie, les mathématiques, la physique, peu importe, de manière générale, l'éducation nationale fait que tout le monde a un tronc commun de connaissances, arrivé au niveau bac, qui est vraiment, en fait, très acceptable.
De manière générale, tout le monde sait comment fonctionnent les mathématiques, tout le monde sait comment fonctionne la biologie, sans aller très très loin, mais en tout cas on a des bases suffisantes pour pratiquer correctement la vulgarisation. Pour la musique, pas du tout. Le socle commun de connaissances musicales pour la plupart des gens, il est nul, à moins d'avoir fait justement des études de musique et d'avoir appris ça spécifiquement. Par exemple, jouer le jeu, les non-musiciens, c'est-à-dire que les musiciens, vous ne levez pas la main, qui serait capable de me dire à quoi correspond l'intervalle Do, Ré? Mais même moi, je sais pas. C'est tout. En tout cas, personne n'a levé la main. Et ça, en fait, c'est le genre de truc qu'on apprend dès la première heure de la première année en formation musicale en classe de musique. Donc déjà, vous voyez, ça en dit long. Ça en dit long, c'est pas de votre faute, ça c'est un gros coup de gueule contre le gouvernement que je fais et contre l'éducation nationale, qui fait que les cours de musique ressemblent de moins en moins à de la musique et de plus en plus à du babysitting. Ce qui est tragique. L'école en général, oui, sans aucun doute. Mais alors pour la musique, on est vraiment servi. Alors donc aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur tout ça, et si j'ai le temps, à la fin de ma présentation, je parlerai un petit peu de consonance et de dissonance, parce que, un petit peu comme Théo, mais de manière légèrement différente, parce qu'en vrai, c'est ça qui m'éclate. Alors, est-ce que ça marche? Non? Non? Et bien ce sera que ça y est. Si? Non. Eh ben non. C'était la fin. Mais oui, ça marche. Donc je vais commencer à vous parler un petit peu de ma discipline, donc la musicologie. Qu'est-ce que c'est que la musicologie? C'est très simple, c'est dans le nom, il s'agit de l'application de la méthode scientifique à la musique. Et quand on voit la gueule de certains articles de musicologie, comme je disais tout à l'heure, on se rend compte qu'il y en a qui n'ont pas vraiment fait cet effort d'application de la méthode scientifique. Parce qu'il y a un truc à savoir, je vais le poser là, ça sera plus simple. Il y a un truc à savoir sur la musicologie, c'est que ça n'est pas une discipline. C'est un objet d'étude. De la même manière que la biologie n'est pas véritablement une discipline à proprement parler, la biologie c'est l'ensemble de toutes les études qu'on peut faire sur le vivant. Et bien la musicologie c'est la même chose. Et il y a plusieurs manières d'aborder la musicologie. Voilà, alors oui, en plus, attention, la musicologie ça n'est pas la musique. Je connais plein de musicologues qui sont des musiciens désastreux et des musiciens exceptionnels qui sont des musicologues médiocres. Et ça n'est pas non plus la formation musicale, même si la formation musicale rentre dans les différentes choses qu'un musicologue peut être amené à faire au cours de sa carrière. Et il y a différents types de spécialisation. Alors bien sûr, tous les musicologues ne sont pas spécialisés dans toutes ces disciplines-là, ça tombe sous le sens. Alors, globalement, on est tous tétrapyloctomistes, c'est sûr, mais on n'est pas tous biologistes, on n'est pas tous sociologues. Moi, par exemple, ma thèse, c'était essentiellement une thèse qui portait sur l'analyse, la sociologie, l'histoire et l'orthophonie. C'était les sujets dont j'ai parlé dans ma thèse. Mais tout le monde ne parle pas de la même chose. En France, d'ailleurs, c'est l'histoire de la musique qui est la plus valorisée. C'est vraiment ça qu'on travaille le plus. Et puis maintenant, pour bien comprendre ce dont il va être question dans la suite de la soirée, je vais vous parler de ce qu'on appelle le tempérament. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est qu'un tempérament en musique? Oh, c'est trop bien, personne ne sait. Alors, le tempérament, c'est un nom que vous avez peut-être déjà entendu si vous écoutez de la musique classique et que vous connaissez un petit peu Jean-Sébastien Bach, que pour des raisons évidentes de pédanterie, nous allons appeler durant le cours de cette soirée Johann Sebastian Bach. Voilà, ça veut dire la même chose. Et donc il a écrit une pièce qui s'appelle Le clavier bien tempéré, une pièce dans laquelle on peut entendre notamment ceci, acrobatie. Ça, c'est la première pièce du premier clavier, du clavier bien tempéré. Alors pourquoi je parle de première pièce et pourquoi je parle de premier clavier? Parce que la particularité du clavier bien tempéré, c'est qu'il s'agit de la première œuvre pour clavier qui comporte l'intégralité des 24 tonalités possibles dans notre musique occidentale. Et ça a l'air de rien, mais ça, c'était pas possible avant l'invention du bon tempérament. Donc, d'où clavier bien tempéré. Et le bon tempérament, beaucoup ont tendance à penser que c'est celui qu'on utilise aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Alors voilà, et donc pourquoi clavier bien tempéré? Parce qu'en fait, le tempérament, c'est les différents intervalles qu'on va mettre entre les différentes notes. Ouais. Pourquoi 24 pas 12? Alors 24 parce qu'on a les tonalités majeures et mineures. Parce qu'en fait, il y a 12 notes dans une octave. L'octave, c'est l'unité de division de la musique. Vous voyez, quand vous voyez un piano, en fait, il y a 12 notes dedans, simplement, ces 12 notes sont multipliées de cette manière-là. Mais globalement,
on a 12 notes dans notre musique actuelle. Alors, pourquoi 12 notes? Est-ce que c'est quelque chose de naturel? Est-ce que c'est une convention? Eh bien, comme vous allez l'entendre beaucoup au cours de la soirée, un peu des deux. Un peu des deux, et tout ça grâce à ce cher Pythagore. Vous savez, le mec qui a fait le théorème de... Ouais, vous connaissez, je sais. On a tous été torturés par ce gars. En fait, Pythagore, qui était l'un de ces scientifiques scientifiques totaux, c'est bizarre, ça. Qui était l'un de ces scientifiques de la Grèce dans laquelle l'état de l'art des connaissances n'était pas encore suffisamment vaste pour qu'une personne soit incapable d'être experte en tout. Ce mec était aussi, dans une certaine mesure, musicologue, puisque dans son travail de physicien, il a été amené à constater que quand il prend une corde, qu'il la tend, qu'il joue la note et qu'il la coupe en deux, on entend exactement la même note, une octave au-dessus. C'est-à-dire que si on prend une note comme ça, Do, et qu'on coupe la corde en deux, on obtient un Do au-dessus. Si on le recoupe en deux, rebelote Do, etc. Avec la guitare, ça aurait été plus parlant. Mais tu vois, j'ai pas de guitare. Je continue. Et une corde en elle-même, au moment où elle vibre, elle n'a pas qu'un seul mode de vibration. Elle a plusieurs modes de vibration. On a une première vibration qui va donner le son fondamental, et puis on en a d'autres. La deuxième vibration, ça va être l'octave. La troisième vibration, ça va être encore une autre note qu'on appelle la quinte. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et plus on avance comme ça dans les vibrations, plus on va avoir différents types de notes. Et c'est en avançant de plus en plus dans les vibrations qu'il était possible de voir dans la corde que finalement Pythagore a mis en évidence un système dans lequel on avait 12 notes. Tout simplement. Alors ça, c'est le système pythagoricien, qui est un système globalement pur. Alors voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, le tempérament de Bach, le bon tempérament du clavier bien tempéré dont je parlais tout à l'heure, ça n'est pas notre tempérament actuel, qui est le tempérament égal. Et là, je viens en plus de vous parler du tempérament pythagoricien, parce qu'en fait, il y en a plein. Au fur et à mesure de l'histoire, il y a eu énormément de différents tempéraments qui se sont succédés, et en fait, l'histoire de ces tempéraments vient de la manière dont les compositeurs écrivaient leur musique. Alors, si on remonte un petit peu dans notre histoire occidentale, on peut aller globalement jusqu'au 9e siècle. Avant ça, on n'a pas trop de traces écrites. Et comme il n'y avait pas les masses de disques à cette époque-là, on ne sait pas trop ce qu'ils faisaient. C'est pas de chance. En tout cas, les premières traces écrites qu'on a datent du 9e siècle en Occident, et c'était de la musique monodique, c'est-à-dire de la musique avec une seule et unique note qui était chantée à la fois. Par exemple, le chant grégorien. Le chant grégorien, c'est un chant interprété par des hommes avec une seule note. Et donc là, c'était monophonique. Donc on était très très certainement dans un tempérament assez proche du tempérament de Pythagore. Autre tempérament très proche de Pythagore, mais qui était sans doute un peu moins pur, quand on arrive au XIe siècle et on commence à avoir un petit peu de polyphonie. Alors une polyphonie hyper rudimentaire, avec très très peu de notes qui s'enchaînent, enfin très très peu de notes qui se superposent, pardon, mais le fait qu'on ait quelques notes les unes par-dessus les autres, ça fait qu'on est obligé de commencer à réfléchir non seulement à la manière dont la mélodie va avancer, mais aussi à la manière dont les notes vont être les unes sur les autres. Parce que si on a une mélodie qui sonne méga trop bien de ouf, genre ça, truc inspiré du Désiré, je sais pas, si on prend ça, que là, si on joue la mélodie, ça sonne super bien, mais que, à cause du tempérament qu'on a choisi, les notes qu'on rajoute par-dessus dissonnent, que les intervalles sonnent pas très très bien, oui, sonnent, je sais, que les intervalles qu'on a par-dessus sonnent pas très très bien, là, ça pose problème. Donc, le fait qu'on commence à empiler des notes les unes sur les autres fait que les tempéraments vont évoluer pour trouver un compromis. Et le compromis, c'est la base de notre culture musicale. C'est vraiment un truc qu'il faut retenir. Donc on a commencé à avoir au XIe siècle des polyphonies qui valorisaient les intervalles de quarte et de quinte, qui, ça tombe bien, se trouvent être les premières harmoniques justement d'un son fondamental. Donc la première harmonie de le deuxième mode de vibration de la corde. Pardon. Et puis par la suite, comme les compositeurs commençaient à en avoir marre de faire que des quartes, des quintes, et c'est marre, ils ont eu envie de faire autre chose. Alors, quinte, quinte, pour que vous vous rendiez compte un petit peu, vous allez voir justement, ça sonne très très... C'est très austère.
Il y a un côté un petit peu médiéval. Puis alors la quinte c'est la même. Même chose. Donc au bout d'un moment, les compositeurs ont eu envie de faire autre chose. Et ils ont commencé à vouloir explorer d'autres types de sonorités, genre je sais pas, la tierce. Ils trouvaient ça joli, ça sensuel. Ou la sixte. Même chose, super sensuelle, c'est magnifique la sixte. Sauf que le problème, c'est qu'avec l'ancien tempérament qui valorisait les quartes et les quintes, eh ben, on avait des tierces et des sixtes qui étaient un petit peu fausses. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Paf! Nouveau tempérament. Et là, on entre dans des tempéraments... Ah, on entre dans des tempéraments dits mésotoniques. Et il y en a plein, il y a des tempéraments de Zarlino, vous pourrez aller voir la page Wikipédia des tempéraments mésotoniques est très bien faite. Globalement, comme la musique, personne n'y comprend rien, les pages Wikipédia sont globalement écrites par des gens qui savent de quoi ils parlent et elles sont excellentes. Et elles sont compréhensibles, et pour ceux qui ne lisent pas la musique, il y a toujours un player pour entendre les exemples audio. Donc franchement, si vous avez envie de vous renseigner un petit peu sur tout ça, foncez sur Wikipédia. Et donc, on a commencé à valoriser les tierces et les sixtes, et on est arrivé sur un tempérament mésotonique. Et je vous ai dit que Bach avait composé dans les 24 tonalités possibles. Donc il n'a rien valorisé du tout. Donc, il fallait pouvoir jouer absolument tout. Et on est arrivé au fameux tempérament inégal, ou bon tempérament. A priori, ce serait un tempérament de Werkmeister, mais les historiens ne sont pas tous d'accord là-dessus. Toujours est-il que c'était un tempérament qui permettait de jouer dans toutes les tonalités. Mais ça n'était pas encore un tempérament égal, c'est-à-dire comme aujourd'hui. Un tempérament dans lequel tous les demi-tons et tous les tons sont séparés exactement pareil. C'est Théo qui en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Dans notre... Voilà. Dans notre tempérament à nous, le tempérament égal, tous les intervalles sont séparés pareil. Pas à l'époque de Bach. Chaque tonalité avait une couleur parce que tous les intervalles n'étaient pas tous 100% exactement les mêmes. En fait, une entreprise comme celle de Jean-Sébastien Bach à son époque avec le clavier bien tempéré, de composer une pièce dans les 24 tonalités, aujourd'hui, elle n'aurait plus aucun intérêt. Parce qu'une pièce de Bach, qu'on la joue en Do majeur, en Mi majeur, en Si majeur aujourd'hui, la couleur sera exactement la même. Les intervalles seront exactement la même. Ça va juste changer par rapport à la couleur de l'instrument qu'on va utiliser, parce que forcément un piano là et un piano là, ça sonne pas pareil. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Mais c'est tout. Les différents intervalles sont exactement les mêmes. C'est cool, hein. Jusqu'ici, c'est tout bon? Quand tu dis les intervalles sont tous les mêmes, etc., ouais. c'est un rapport à comment les instruments sont fabriqués? Ouais, comment les instruments sont fabriqués et comment les musiciens jouent aussi. Parce qu'il n'y a pas de fret sur un violon, il y a beaucoup d'instruments qui n'ont pas de fret, ou même le trombone à coulisses, il n'y a pas de délimitation, mais les musiciens jouent comme ça parce que toute notre culture occidentale repose là-dessus. Et donc si le sujet vous intéresse et que vous avez envie d'entendre un petit peu plus tous les rapports mathématiques qui existent là-dessus, on a fait une vidéo avec David Loaf qui s'appelle Musique et maths, donc Science étonnante, dans lequel on va un petit peu plus dans le détail de l'évolution des tempéraments sur un plan purement mathématique. Et là, il est beaucoup plus compétent que moi pour en parler, parce que alors moi, les maths... Oui? Juste pour bien comprendre ouais. Ce que c'est qu'un tempérament, parce que je suis pas sûr d'avoir cette compris, c'est en fait comment tu choisis tes notes, enfin, quelles notes tu as dans ta disposition pour composer une musique. Alors c'est plus, en fait, quelle note on a, c'est encore autre chose. Là on est plus dans les gammes, les échelles, les modes, tout ça. C'est vraiment l'intervalle qui existe entre les différentes notes qu'on a en tout dans la totalité de l'échelle. Parce qu'il y a... Bon, dans la réalité, il y a un continuum. Oh, il y a un continuum dans la réalité, mais en musique... Oh, dans la musique telle qu'on la pratique, on met des paliers. Et donc, le tempérament, c'est la séparation arbitraire qui existe entre les 12 demi-tons dans une octave. Voilà. Je continue. Je ne sais même plus ce que j'ai après. Ah, mais oui. Du coup, le tempérament égal dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, donc celui dans lequel toutes les notes sont séparées également, c'est le plus juste de tous parce qu'il n'y a pas un seul intervalle dedans qui sonne faux, contrairement à tous les autres tempéraments. Tous les intervalles sonnent pareil, donc c'est le plus juste de tous. Mais c'est aussi, du coup, le plus faux de tous. Ou vice versa. Donc là, on est perdu.
C'est le plus juste ou le plus faux de tous. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui les bails? Eh ben c'est compliqué. C'est compliqué, et encore une fois, en musique, il n'y a pas de notion absolue. Déjà, il n'y a pas de mot absolu, ça n'existe pas. Voilà. Mais notre musique repose essentiellement sur de l'approximation. Parce qu'il est extrêmement important de comprendre que la musique, avant toute chose, c'est un langage. C'est un langage, et d'ailleurs, ça c'est Marion qui en parlera, mais on s'est rendu compte que... T'en parleras pas du tout? Très bien, et écoutez, sachez que sur le plan cognitif, on s'est rendu compte que les aires du cerveau impliquées dans le traitement des informations langagières, des langues articulées, ou des langues gesticulées, sont globalement les mêmes que celles impliquées dans le traitement des informations musicales. C'est d'ailleurs pour ça que très très souvent les orthophonistes, quand ils doivent s'occuper d'une personne atteinte de bégaiement, va passer par le chant pour essayer de rétablir des connexions. Parce qu'une personne bègue, très souvent, elle chante sans aucun problème. Moi, je chante aussi mal que n'importe qui. Mais une personne bègue ne bégaye pas quand elle chante, elle bégaye uniquement quand elle parle. Et donc, beaucoup d'orthophonistes se servent de ça pour pratiquer de la rééducation. Ça fait partie des trucs dans lesquels la musicothérapie marche à peu près. Désolé, hein. Voilà. Et donc, à l'image du langage, vous verrez que la musique, ça crée un horizon d'attente que l'on pourra satisfaire, ou pas. Ce genre... Voilà. Ah, c'est frustrant, c'est chiant. On n'aime pas ça. Donc voilà, et comme un langage, eh bien, il n'y a pas une notion absolue. C'est-à-dire que le langage, c'est la capacité à communiquer des idées. Mais dans le langage, il y a des langues. Et bien pour la musique, c'est la même chose. Quand on parle de musique, on va parler globalement, on pourrait presque parler de sens musical ou de musicalité en général, mais il n'y a pas une musique. Certainement pas. Nous, on est habitués à notre musique occidentale et on a l'impression que c'est la musique qui est supérieure à tout, parce que je suis même plus mon slide, c'est n'importe quoi. On a l'impression que c'est la musique qui est supérieure à tout parce qu'on a baigné dedans. De la même manière que quand on entend une langue qu'on n'a jamais pratiquée, on n'y comprend rien, ça n'est que du bruit. La notion de bruit et d'information est fondamentale dès qu'il est question de musique, en fait. Mais pour la musique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, mais on a tous grandi dans un contexte socio-culturel musical qui fait que quand je vous joue une musique et que je ne vous joue pas la dernière note, même sans avoir appris la musique, vous êtes capable de me résoudre ce qu'au conservatoire on appellerait une cadence parfaite. Ça a l'air de rien, mais c'est très très fort parce que sans formation musicale, vous êtes capable de prédire de la musique. Et ça, c'est un outil hyper fort. Mais c'est la même chose pour votre langue maternelle. Pensez-y. Avant de commencer à parler français, ou quelle que soit votre langue maternelle, est-ce que vous l'avez appris? Non, vous avez juste été immergé dans un contexte socio-culturel qui fait que par répétition et par exposition à certains items, vous avez fini par apprendre votre langue. Et il en va de même pour la musique. Qu'est-ce qu'il y a? Chaque musique a sa propre langue, ouais, voilà, vous voyez, je prends de l'avance. Oui! Et c'est pour ça que des fois les musiciens ne se comprennent pas. Moi, par exemple, je suis chanteur dans un groupe de death metal expérimental, ça c'est mon guitariste, il est très très bon. Mais je sais que des fois, quand je fais entendre notre musique à des copains musiciens classiques, ils ont perdu. Pour eux, c'est du bruit. Pour eux, c'est du bruit parce qu'ils n'ont jamais intégré les codes du métal. Et c'est la même chose pour la musique extrême orientale, les musiques du monde, ou même la musique contemporaine, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose. Si vous n'avez pas appris les codes d'un genre musical, vous allez avoir l'impression de n'être exposé qu'à du bruit. Ce qui nous force un petit peu d'humilité quand même, hein, au niveau néocolonialisme artistique et au niveau de notre mépris de la musique dite primitive. C'est chaud comme terme quand même, musique primitive, n'importe quoi. Mais le pire c'est que ça existe. Donc voilà, ça c'est vraiment fondamental à comprendre. La musique c'est un langage, et en tant que langage, la musique c'est un objet qui est plein d'à peu près. Parce qu'une langue, ça n'est pas un signifié précis. Quand vous parlez, vous proposez des signifiants, vous proposez des mots qui vont évoquer quelque chose. Par exemple, si je vous dis chaise, 100% de chance, vous ne pensez pas tous au même genre de chaise. Mais vous avez une galaxie d'objets chaises. Donc on sait globalement de quoi on parle, mais on n'est pas capable d'exposer exactement la même chose. Voilà. Sur quoi j'étais après? Ah, je crois qu'après c'est de la bibliographie. Oui, c'est ça. C'est un bout de bibliographie de ma thèse. Et en fait, j'aimerais attirer votre attention sur un nom qui, entre Brown, Steven et Deutsch, Diana, Charles Darwin, ça dit quelque chose? Ah, c'est un gars, il a bien fait son trou dans la science.
Globalement, ça va. Il a une belle carrière. Merci. Et bien, en fait, il se trouve que dans son ouvrage sur la descente sexuée des espèces, il parle de musique. Et Charles Darwin, déjà à son époque, envisageait très probablement une ascendance commune entre langue et musique. C'est-à-dire que pour lui, il y a énormément d'espèces qui, avant qu'on commence à avoir des langues articulées ou des langues gesticulées, avaient des signes, des signes langagiers qui étaient, bon bah, du coup, vu que l'ascendance c'est la musique, quand même des signes langagiers qui étaient très certainement oraux, vocaux, mais en tout cas sonores, pour signaler des trucs. Voilà, je veux dire, par exemple, si je vous fais yeah, vous vous dites pas que j'apprécie ce qui se passe. Ce type de choses, avant l'époque, c'était certainement beaucoup plus grogné, beaucoup plus animal. Mais en tout cas, voilà, il est fort probable que la voix, ou les sonorités en tout cas, aient été impliquées, par exemple, dans des parades nuptiales, et que les personnes qui réussissaient les meilleures parades nuptiales étaient celles qui avaient le plus de chances de trouver des partenaires, et qui donc ont transmis au fur et à mesure le caractère faire des belles parades nuptiales, qui a fini au cours de l'évolution par devenir la capacité à jouer Wonderwall sur la plage, qui sait. C'est une possibilité. En tout cas, voilà, Charles Darwin, déjà à son époque, envisageait une ascendance commune entre la musique et le langage. Ah, et puis alors là, qu'est-ce qu'il me reste comme temps? 10 minutes. Il me reste 10 minutes? Ok, alors, est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'avais une dernière partie éventuellement, ça peut prendre des 10 minutes, mais si vous avez des questions, je préfère qu'on soit vraiment au clair pour que la suite de la soirée se passe bien pour les autres intervenants. Non mais c'est bon, t'as 10 minutes plus 10 minutes de questions. Ah, c'est parti. Alors là, on va s'amuser parce que je vais faire avec moi un truc qui m'éclate. On va parler du fait que la dissonance, comme je disais tout à l'heure, eh ben, c'est un objet culturel et c'est un objet profondément relatif. En vrai, ça dissonne pas. On s'y en. Déjà, je vous ai montré un petit peu plus tôt que notre tempérament, celui qu'on a là, à l'exception d'octave, il est tout dobé. Il n'y a pas un seul intervalle qui soit juste. Cet intervalle-là, qui nous semble très harmonieux, sur un plan purement et strictement acoustique, il est faux. Pour autant, on a été habitué à entendre cet intervalle, et donc on est capable de... On se dit tout simplement que cet intervalle est juste, en dépit du fait que c'est une aberration acoustique. En fait, la quinte telle qu'on l'a sur nos pianos et sur la plupart de nos instruments est un peu basse. Est-ce que vous ferez entendre des intervalles Intervalles Des intervalles, ouais, des intervalles justes plus tard. D'accord. De comment? Des pas justes, ok. C'est un problème, mec, c'est un problème. Ok, bah écoutez, sur la vidéo qu'on a fait avec David Loire, justement, il s'est amusé à reproduire avec un logiciel des intervalles acoustiquement justes. Et bien vous allez voir que c'est rigolo, mais ces intervalles justes, ils nous paraissent faux. Parce qu'on s'est vraiment habitué à ces intervalles faux. Alors, et donc maintenant, je vais vous jouer quelques petites choses. Et je vais vous montrer qu'en fait, un objet qui peut vous sembler dissonant dans un contexte ne va pas l'être forcément. Et déjà, on va commencer par voir des choses un peu simples. Par exemple, cet intervalle-là. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on ne commencerait pas notre marche nuptiale là-dessus. C'est pas terrible. Donc ça c'est ce qu'on appelle un agrégat, c'est-à-dire un empilement de notes dissonantes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe bien, pour que cet agrégat sonne mieux? Bah, la première solution un peu facile, c'est de virer ce qui dissonne. Voilà, c'est moche. On vire ce qui dissonne. Ça se passe mieux. Là, on est en terrain connu. Mais bon, là, vous allez me dire, c'est un peu facile. Prendre un accord dégueulasse et virer les notes qui décollent, c'est pas super impressionnant. Blaise ta place, t'as vraiment fait 8 ans d'études pour en arriver là. C'est pas ouf. On va faire mieux. On va prendre un truc moche. Genre ça, c'est moche. C'est pas ouf. On va prendre le plus bas, c'est le tien. Voilà. C'est pas génial. Voilà. Bon bah là, on va pas en virer une des deux, quoi. C'est triste. Non, on va faire le contraire. On va jouer ça. Et là, ça passe. Il est toujours là. Hein. Là, bah, ça passe très très bien. Qu'est-ce que ça nous montre, ces deux exemples? Ça nous montre, voilà, bah, regardez, c'est tout écrit. Un objet sonore disgracieux peut être stabilisé non seulement par le retrait, mais aussi par l'ajout de notes. Plutôt, je vous parlais d'information. Bah, c'est exactement ce qui se passe là. Avec ça, on a du bruit.
on a du bruit et on a quasiment que du bruit. Beaucoup trop de bruit pour recevoir une information. Donc on retire du bruit. Et ça va mieux. Ici c'est le contraire. Ah oui, le bruit, tu as raison. Le bruit sur le plan de la théorie de l'information. C'est-à-dire le bruit, c'est ce qui est immédiatement compréhensible. C'est ce qui est immédiatement incompréhensible, c'est le contraire. L'information, c'est ce qui est immédiatement compréhensible. Genre, je suis bourré. Le bruit, c'est ce qui n'est pas compréhensible. Genre, bon là, vous pouvez deviner quand même. Hein. Toujours est-il qu'il y a du bruit. Vous pouvez vous dire qu'est-ce qui se passe. Il fait un AVC. Par contre, si le mec il dit, j'ai bu. Bon, il y a du bruit, mais il y a de l'information, on recolle les bouts. Ouais. C'est culturel. Le bruit et l'information, c'est culturel. Est-ce qu'un agrégat, comme une météo, ouais. une façade d'acide, une façade, ouais. ça peut être considéré comme une information dans une autre culture? Absolument. Okay. Complètement. Pendant des siècles, ça, c'est un intervalle jugé dégueulasse. Alors qu'aujourd'hui, on n'a absolument pas de problème. Même ça, le simple fait de rajouter une septième majeure à un accord comme ça, pendant longtemps, c'était pas admis, hein. Ou alors, il fallait le préparer. 11e, 9e, du slip, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on a ça, on n'a pas suffisamment d'informations pour savoir ce que c'est. Donc, on rajoute des notes. Et là, pas de problème. On se dit, ah, ok, j'ai déjà entendu ça, ça ressemble un petit peu à du jazz, ok, ça va. On est en terrain inconnu, tout va bien. Donc là, on a des objets sonores isolés, un accord tout seul. Mais l'autre manière d'apporter de la consonance à de la dissonance, ça va être dans un discours. Donc là, on va prendre cet accord-là. Ça devient dur. Alors moi, perso, j'adore ce genre. Mais je sais qu'il y en a beaucoup que ça fait un peu cringer. Alors cet accord-là peut avoir l'air dissonant comme ça. Et vous allez voir que si on le met dans un discours musical dans lequel il est suffisamment bien préparé, oui, c'est parce que c'est une double dissonance, une double ça se prépare. C'est drôle parce que... Ça se passe bien? C'est joli comme tout, il y a un côté Disney. Donc voilà, l'accord, alors c'est le quatrième. C'est exactement le même. Sauf que là, dans la mesure où il est intégré dans un discours dans lequel cet accord est préparé, il a l'air parfaitement consonant. Alors que si on le prend comme ça tout seul, c'est pas évident. Et il y a plusieurs cas comme ça. Là, avant, c'était amené harmoniquement, mais ça peut aussi être amené mélodiquement. Parce qu'il faut bien voir que, historiquement, l'harmonie, c'est-à-dire la succession de plusieurs notes, l'harmonie, c'est la conséquence du contrepoint. Le contrepoint, c'est quand on a plusieurs mélodies qui jouent en même temps. Par exemple, ça. Il n'y a pas d'instrument qui joue les accords. On a plusieurs mélodies en même temps, mais l'oreille entend quand même ça. Etc. Donc voilà, l'harmonie, c'est la conséquence du contrepoint. Et là, on a un accord, pareil, qui est pas ouf. Il est un peu chargé, quand même. Et bien, la même chose, s'il est suffisamment préparé, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. À peu près. Je vous vais lire la partition. Toujours est-il que cet accord, je l'ai joué. On a eu ça à un moment. Donc là, l'accord a été préparé. C'est-à-dire que vous aviez un accord qui est assez bien, assez classé, globalement, terrain connu. On va juste faire bouger une note. Ok, on voit à peu près où on est, on voit où on va, et donc ça passe très bien. Ça passe très bien parce qu'on l'a introduit dans un discours dans lequel c'est logique. Mais en fait, l'inverse est possible. L'inverse est tout à fait possible. C'est-à-dire que si je vous prends un accord qui est parfaitement consonant, genre celui-là, il n'y a pas de problème, hein. Ça passe très bien.
C'est joli comme tout. Si vous le foutez dans un discours où il n'a rien à faire, là c'est autre chose. Qu'est-ce que tu fais, Didier? C'est pas ouf. Donc tout ça, ça montre quelque chose. Ça montre quelque chose, comme je disais, sur le caractère langagier de la musique. C'est-à-dire que même en termes langagiers, un objet isolé peut ne rien vouloir dire du tout. La lettre B ne veut pas forcément dire quelque chose tout seul. Et elle ne veut pas dire la même chose dans beau et dans abject. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Alors qu'est-ce que j'ai écrit? Un objet sonore disgracieux peut, s'il est bien intégré à un discours, sonner juste. Oui. Une note dissonante dans un accord, si elle est préalablement entendue et retenue par l'oreille, sonnera plus justement que si elle est directement attaquée. Ça, c'est ce qui se passait dans le deuxième et le troisième exemple. La conduite harmonieuse des voix composant un enchaînement d'accords aide à la fluidité. C'est pas beau ça? On dirait mon prof d'écriture au conservatoire. Si tu m'entends, Jocelyn. Et enfin, un objet sonore satisfaisant en lui-même peut, s'il est employé au mauvais endroit du discours, sonner faux. Donc, tout ce que j'ai essayé de vous dire là, c'est tout simplement que les notions de juste et de faux, ça ne veut rien dire du tout, dans l'absolu. Parce que nous sommes quand même des individus appartenant à un contexte socio-culturel qui fait que je dois faire tous les efforts que je veux. Si je fais que ça, vous me direz non. Et je vous demande de le faire, s'il vous plaît. Parce que j'aime la musique contemporaine, on ne peut pas tout accepter non plus. Hein. Faut pas exagérer, c'est la fête du slip. Et en fait, j'aimerais conclure avec une phrase magnifique de Richard Feynman. Parce que cet homme est infiniment plus brillant que je le suis, et je vais donc m'éloigner de la scène pour la lire avec vous. J'ai un ami artiste qui adopte parfois un point de vue avec lequel je ne suis pas vraiment d'accord. Il va prendre une fleur et dire « Regarde comme elle est belle ». Je suis d'accord. Et il ajoute « En tant qu'artiste, je peux voir sa beauté. Mais toi, en tant que scientifique, tu sépares tous ces éléments et ça devient ennuyeux. Je ne suis pas d'accord. La beauté que lui peut voir est accessible aux autres, et à moi aussi, enfin, je pense. Je peux apprécier la beauté d'une fleur, et en même temps, j'en vois bien davantage que lui concernant cette fleur. Je m'imagine ses cellules, toutes les actions complexes à l'intérieur, qui elles aussi sont belles. Il n'y a pas que la beauté à cette échelle, à 1 cm, on la retrouve aussi à des échelles plus petites, dans de toutes petites structures, et même dans des processus. Le fait que la fleur change de couleur pour attirer les insectes, pour polliniser, est très intéressant. Ça veut dire que les insectes peuvent distinguer les couleurs. Cela amène une question. Le sens de l'esthétique existe-t-il chez les animaux? Pourquoi est-ce beau? Autant de questions intéressantes qui contribuent à l'excitation, au mystère et à l'émerveillement d'une fleur. Qui contribuent. Je ne comprends pas pourquoi elle s'y substituerait. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que pour moi c'est un grand droit. Tant pis aux personnes qui pensent que parce qu'un objet est un objet beau, parce qu'il appartient au domaine de l'esprit, au domaine de l'imaginaire, au domaine du sublime, il faudrait ne pas y toucher. Et c'est quelque chose avec lequel je ne suis absolument pas d'accord. Je sais que le jour où j'ai analysé la 7e symphonie de Beethoven, que vous entendrez plus tard, deuxième mouvement de la 7e symphonie de Beethoven, je ne vais pas spoiler la conférence de Marine. C'est une pièce absolument magnifique, bouleversante. La première fois que je l'ai entendue, j'ai pleuré ma race. Et puis, un jour, je me suis retrouvé face à la partition que j'ai analysée, et j'ai pleuré ma race une deuxième fois. Parce que je me suis dit, putain, ce mec transmet des émotions incroyables. Il a un cœur gros, comme ça, une capacité émotionnelle et sentimentale qui dépasse l'entendement. Mais en plus, il a un cerveau de génie. Et ça, c'est incroyable. Et ça, pour moi, ça participe à l'excitation qu'on peut ressentir quand on a la chance, et parce que j'estime avoir de la chance, d'étudier des objets culturels, comme je le fais, comme beaucoup de personnes le font, et comme il faut encourager les gens à le faire. Donc, encourageons la recherche fondamentale, encourageons les sciences humaines, et merci beaucoup à tous. Ah oui, c'est vrai, il y a des questions. Oui. Est-ce que je ramène le micro? Non, c'est ça, il y a quelqu'un qui va? Ah bah je vais parler fort. Non mais, je crois que c'est pour la retransmission aussi. Là-bas. Il n'y a pas de micro. Non mais... Merci. Sinon, je peux sortir de la scène, hein, je suis pas mégaleux à ce point. Et après, je fais 1m65, donc c'est pour ça tout à l'heure, gigantissime les plaques tapas, lol quoi. Bonsoir. Ça. Alors en fait, c'est plus une remarque qu'une question. Je pense qu'il est mal allumé ton micro. Il me semble. Il y a un petit interrupteur sur le micro. D'accord.
C'est vrai. Voilà. Super. Ok, là en fait. Donc je disais, c'est plus une remarque qu'une question. Quand tu as parlé de comment résoudre un intervalle qui paraît dissonant, le truc qui m'est venu à l'esprit, c'est les chants bulgares. Ouais. Je connais ça vraiment de très loin, mais l'impression que ça me fait, c'est que parfois il y a des intervalles qui sont très proches, et en fait, juste en baissant le volume d'une des notes, ça passe super bien, et c'est même ça qui devient transcendant en fait. Alors, je sais que Ravel a utilisé ça dans le boléro. Je sais qu'il y a des fois certaines notes qui sont réclamées très faiblement en termes de volume pour se mélanger plus ou moins aux harmoniques du son fondamental. Mais là, malheureusement, comme je ne suis pas expert je ne suis pas ethnomusicologue, je ne connais pas ce type de musique-là, je ne veux pas me prononcer et dire des bêtises. Donc je vais humblement répondre, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne peux pas croire que j'ai été si clair, les gens. C'est flatteur, mais c'est faux. On n'en reparle. Merci. Je sais tuer personne. Bonsoir. Alors moi ma question c'est au niveau de tout ce qui est la musique, quand tu parlais de musique médiévale, en expliquant qu'en fait la notion, alors toi tu parlais pas encore de dissonance, mais qu'en gros la perception des intervalles c'était un peu affiné, au début c'était quinte quarte, ensuite on a commencé à mettre les tierces, les sixtes. Ça c'est le cas dans la musique, on ne parlait pas encore de ça à l'époque, mais dans la musique savante, dans les traités, ce qui est théorisé. On est bien d'accord que les compositeurs n'ont pas attendu la Renaissance ou le classique pour mettre des tierces dans leur musique. Je dis pas dans leur composition écrite. Non, bien sûr. C'est ça que je veux... Alors, le problème c'est qu'on a très peu de traces écrites. Voilà, c'était le fond de la question. Est-ce qu'on a des traces de ça? On a très peu de traces écrites de tout ça. Tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, j'aurais dû le dire en début de conférence, je te remercie de me permettre de le dire, tout ce dont je vous ai parlé là concernait la musique occidentale et la musique malheureusement écrite. Parce que tout ce qu'on a sur la musique non écrite, c'est des spéculations. Si vous vous intéressez à la musique médiévale, y compris profane, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne YouTube qui s'appelle Scavando. Parce qu'elle est spécialisée là-dedans, justement, bien plus que je le suis. Et elle dit des choses vraiment hyper intéressantes. En ce qui concerne en ce qui concerne les intervalles qu'on pouvait rencontrer à cette époque, il est possible qu'on en ait rencontré, mais comme très souvent les musiques profanes étaient au début, attention, je dis bien au début, comme très souvent c'était des musiques savantes qui étaient un peu parodiées par les ménestrels, par les trouvères, les troubadours et tout ça, c'est un peu compliqué d'en parler. Et vu qu'il y a très peu de documentation écrite et que je suis 19e-iste, je peux difficilement vous en parler. Même les experts de cette époque-là, ils sont un petit peu confus, quoi. Alors moi 19e-iste. Attends, j'ai toujours rêvé de dire ça, d'habitude c'est les historiens qui disent ça. C'est pas ma période. Une dernière question? Oui. On pourra en reparler après. Parle fort sinon. Sinon il y a la possibilité de parler fort, c'est vrai. Du coup, quand tu parlais des intervalles qui sonnent maintenant à notre oreille comme tout à fait juste, tu disais qu'ils étaient acoustiquement faux. Est-ce que, en fait, ça veut dire que ces sons ne peuvent pas être créés dans la nature au sens où ils ont vraiment été créés de manière artificielle, que c'est des sons qu'on peut pas retrouver, par exemple, quand tu parlais de des vibrations des cordes au départ, que c'est des sons qui ne sont pas naturels en fait. Pas dans une vibration d'une corde. Enfin, plus on monte dans les vibrations, plus théoriquement on retrouve absolument tous les intervalles. Mais c'est théorique et au bout d'un moment on n'entend plus. Il y a un truc qu'il faut savoir aussi sur l'oreille humaine, c'est qu'on entend en tout et pour tout en moyenne 10 octaves. C'est tout. Donc quand vous lisez sur internet que Céline Dion ou Maria Carey ont 11 octaves de tessiture, non. Il y a déjà 8 octaves, c'est ça. Pour une voix, déjà, ce serait spectaculaire. Alors, spoiler, sur un plan orthophonique, c'est impossible. Le larynx, c'est ça n'a pas des capacités infinies. Il y a des techniques qui permettent d'atteindre des très graves et des techniques qui permettent d'atteindre des très aigus, mais globalement, en moyenne, une très bonne voix, ça dépasse pas 5 octaves. Peut-être que Mado Robin en avait 6, c'est possible, mais Mado Robin, il était soupçonné, c'est une ancienne chanteuse classique, il était soupçonné qu'elle avait une difformité au niveau de son larynx, ce qui faisait qu'elle était capable de monter très haut. Mais au bout d'un moment, le corps humain a ses limites et l'oreille a ses limites. Donc voilà, en moyenne 10 octaves. Et en théorie, du coup, oui, on pourrait retrouver ça dans la résonance d'une corde, dans la résonance de plusieurs trucs en même temps, mais
c'est compliqué. Ça reste... disons, en théorie, oui. Voilà. Je ne peux pas mieux répondre. J'ignore si j'ai répondu correctement à la question, d'ailleurs. Très bien. Ouais, je crois qu'il en reste plein, mais on pourra en parler après si vous voulez. Du coup, on va passer. Déjà, on remercie beaucoup. Merci. Merci.